Alain Marty, bonsoir. Vous êtes fondateur du Cercle Wine Business. Alors, coup dur pour nos viticulteurs qui se voient bel et bien imposer des droits de douane de 15% sur toutes leurs ventes aux États-Unis. On commence par regarder ce sujet de Julien Bigard. Il a la tête des mauvais jours et la récolte à venir ne le console pas. Renaud Jean vient d'apprendre que son vin sera officiellement taxé à 15% par les États-Unis, 3 fois plus qu'il y a un an. Il espérait échapper aux droits de douane. Pour les Américains, ça va faire d'un seul coup des vins très chers. Donc on a toutes les chances de perdre des consommateurs. Donc c'est pas une bonne nouvelle du tout, quoi. Ce producteur et négociant bordelais exporte plus de 40 000 bouteilles chaque année de l'autre côté de l'Atlantique. En difficulté, comme de nombreux viticulteurs français, il a déjà dû licencier. Une nouvelle épreuve qu'il devra affronter. J'ai pas les moyens d'encaisser ça, oui, bien entendu. Oui, c'est une inquiétude. C'était pas le moment. Alors je sais pas s'il y avait un moment, mais en tout cas pour nous, dans la viticulture, c'était pas le moment, quoi. La même crainte pour toute la filière française de vins et spiritueux. Les exportations au pays de Donald Trump représentent 3,8 milliards d'euros. Alors avec ces droits de douane, les Américains vont-ils se détourner des boissons françaises devenues plus chères? En Champagne, peur sur la vigne. Ici, les vignerons sont particulièrement dépendants des États-Unis. Pour Cédric Mousset, c'est même un quart de son chiffre d'affaires. Ça représente 25 000 bouteilles. Alain Marty, en fait, on espérait échapper à ces droits de douane américains de 15%. Oui. Il y a des exemptions. Donc, on se disait, les vins et spiritueux, c'est un outil de négociation. Il y en a qui ont eu des grosses taxes. Non. Nous, c'est super important. Donc là, c'est une catastrophe. Quand on voit tous les vignerons, tous les jeunes vignerons, tous les vignerons. Et nous, on ne taxe pas le vin américain. Hein. C'est incroyable. C'est totalement dans un sens. C'est-à-dire que le vin français est taxé, le vin américain n'est pas taxé en France. Mais il y a un monsieur, il veut faire des deals sur toi. Il veut faire des deals. Oh, faisons un deal. Donc, mettons 30% de taxes sur tout ce qui est les vins. Alors, au niveau européen, en France, on n'en boit pas beaucoup d'Américains. Mais au niveau européen, on en boit. Les bourbons, les spiritueux, puis les boissons en général, même avec des sodas. Avec tout ça, on met 30%. Et il comprend que la version forte. Donc, soyons forts. C'est insupportable de voir tous ces gens qui vont... Enfin, il faut voir la Provence. 40% des vins de Provence sont vendus, notamment rosés, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait? C'est notre premier marché à l'export. Absolument. Et puis nous, c'est le premier pays consommateur de vin au monde, donc on n'a pas le droit. Alors la bonne nouvelle, s'il en faut une, c'est que tous les pays sont taxés. L'Argentine et l'Afrique du Sud de 10 à 30%. Ce qui veut dire que, en fait, les vins australiens vont aussi être plus chers aux États-Unis. Tous là-dessus. Et qu'est-ce que ça va favoriser? Les vins américains. Absolument. Mais donc c'est du protectionnisme. Donc là, en fait, on est sur les 27 en Europe. Il y en a à peu près 17 pays qui produisent du vin. Là, on doit parler à l'unisson. L'Italie est taxée, premier pays exportateur, 25%. L'Espagne, deuxième pays après le Royaume-Uni. Nous, premier marché international. On a vraiment beaucoup d'arguments. Si on bosse ensemble, si on rame dans le même sens, je pense qu'on peut faire plier quelqu'un qui change d'avis toutes les 10 secondes, comme de costume, et il a plein de costumes. Alain Marty, non seulement il y a les droits de douane de 15%, mais en plus, alors ça c'est pas de chance, l'euro a gagné 10% face au dollar en 6 mois. Donc ça veut dire que tous les produits européens sont 10% plus chers. Donc ça fait 15 plus 10. Le vin français est 25% plus cher. Non, c'est catastrophique. Là, c'est conjoncturel, c'est indépendant de Trump, c'est comme ça. Alors voilà la hausse de l'euro, là. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la double peine, donc ça pénalise. Là, j'étais il y a quelques minutes avec le patron d'un groupe qui s'appelle InVivo, qui vend beaucoup, qui fait la céréale, bien sûr, mais également du vin. Quand on voit les pertes qui sont attendues suite à ces décisions-là, avec la conjoncture plus l'effet Trump, c'est catastrophique. Hier, j'étais en Bourgogne avec un domaine familial qui s'appelle La Bruyère, peu importe le nom, qui produit des vins très chers, entre 60 et 1000 euros, mais ils sont magnifiques. Puis il y a des vins aussi pas cher du tout. Et je pense que ceux qui vont trinquer, mauvais jeu de mots, ce sont les vins pas chers, parce qu'on n'est pas attendu. Des vins pas chers, pas mauvais, dans le monde entier, il y en a plein. Et nous, avec les coûts de production, ça c'est un autre sujet. En France, on a du mal. Donc quand on arrive à gagner une part de marché, vraiment, on se dit, on arrête tout. Et alors, le monsieur, je comprends le monsieur, il est dépité, quoi. Alain Marty, même si, en fait, Donald Trump n'en est pas à son coup d'essai, déjà en 2019, il avait mis une surtaxe de 25% sur les vins français, pas les champagnes, les vins. On a survécu. On a survécu, mais après, on part de où? Après, les taxes arrivent, ça part, ça c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est que le monsieur est versatile. Donc demain, peut-être qu'on va faire un nouveau deal où on va se dire, on arrête tout. Le problème peut venir de l'intérieur, parce que il y a aussi beaucoup de business qui est réalisé grâce à l'importation des vins. Et ça, les gens, les importateurs vont moins en vendre. Ah, les boutiques américaines. Donc c'est les Américains qui peuvent dire à Trump, calme-toi, parce que là, vraiment, ça va pas. Et puis qu'on arrête, qu'on arrête peut-être d'aller visiter la Napa Valley. Enfin, il faut vraiment qu'on prenne des décisions en disant, nous n'irons plus voir le Disneyland du vin à la Napa Valley, alors c'est très sympa entre parenthèses, et au contraire, on reste en Europe. Alors, le drame, c'est que nous, Français, on n'a pas beaucoup de produits d'atouts à l'exportation. On exporte des avions, des parfums et des vins. Et des produits, Axel, pharmaceutiques. Et des produits pharmaceutiques. 4 milliards.
Oui, mais là, c'est 14 milliards d'excédents qui s'érodent d'ailleurs. Est-ce que c'est quand même une filière d'excellence française qui est petit à petit en train d'être menacée? Absolument. Il faut être fier du vin français. Enfin, ça commence par les politiques. On a un président qui aime le vin, c'est génial. Il y a d'autres hommes politiques comme Xavier Bertrand qui adore le vin. Tous ces gens-là doivent dire j'aime le vin, tout simplement. Avec les protections, bien sûr, modération, tout ça. Mais on doit être fier. On a effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est le 3e bénéfice commercial de la France. On n'a pas beaucoup de bénéfices. Il faut encourager les vignerons et en être fier. Les gens doivent dire j'aime boire du vin. Et c'est pas parce qu'on boit un verre de vin de temps en temps avec un bon plat qu'on va être un ivrogne ou autre chose. Même si dans le reportage, on a entendu ce viticulteur bordelais dire on n'avait pas besoin de ça en ce moment. Le vin de Bordeaux, en ce moment, connaît, après avoir des années fastes, connaît un atterrissage compliqué. Oui, alors même en général, le vignoble français, là aujourd'hui, on a les réchauffements climatiques avec de la sécheresse. Allez faire un tour dans le Roussillon, là il a plu un peu cette année, il n'a pas plu pendant 2 ans. Avec la grêle, le gel, des orages, enfin, on a des conditions très compliquées, très très compliquées. Donc ça c'est indépendant. C'est pour ça qu'il y a de nouvelles régions qui arrivent pour produire du vin, mais il faut s'occuper des anciennes. Ensuite, pour Bordeaux en tout cas, qui produit manifestement beaucoup de vin rouge, c'est plus à la mode. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour réinventer Bordeaux? La consommation de rouge a chuté de 32% en 10 ans. Oui, mais après... Pourquoi? Parce que alors c'est la mode de l'apéro, des vins blancs, du rosé et de la bière aussi qui commence à se vendre de plus en plus. Mais sur le rouge, enfin il y a aussi des excès, on peut le dire. À Bordeaux, il y a eu aussi des choses n'importe quoi. Là, j'ai goûté il n'y a pas très longtemps un millésime 2020 d'un grand château bordelais qui commence par un S en Pessac-Léognan. 150 balles la bouteille, ça ne les vaut pas. En revanche, on a des pépites qui valent entre 5 et 10 euros sur des beaux millésimes comme 2020 aussi, et ces gens-là devraient vendre le double parce qu'ils ont du mal à finir. Donc, quelque part, ça régule aussi le marché. Qui va rester, j'en sais rien. Et la marque Bordeaux, elle est forte, il faut être aussi optimiste. Donc, on peut, c'est la tendance de redonner vie à des anciennes marques. Bordeaux, et vraiment, c'est la mouise totale. Il y a les autres régions, il ne faut pas les oublier, les autres régions. Quand on voyait les productions en Val-de-Loire, par exemple, ou même en Bourgogne, il y a des aléas climatiques qui font que c'est compliqué. Et le Pinot Noir, le Chardonnay de Bourgogne, on en fait du bon aussi ailleurs. Donc, le petit coup de pied aux fesses, en se disant, on se remet en question, je pense que c'est bien. Même si vous le disiez, la chute chez les jeunes, on boit de moins en moins de vin, alors on pourrait s'en réjouir, mais en fait les jeunes optent pour la bière. Oui. C'est le signe de quoi ça? Est-ce que le vin véhicule une image un peu vieillotte, un peu compliquée? Là où la bière, c'est plus simple, c'est plus standard au café, on sait ce qu'on a avec une marque de bière. On boit de la bière et puis on y boit du whisky. Et c'est vrai que le cognac... Est-ce que le vin doit aussi se remettre en cause dans sa façon face aux pertes de marché vis-à-vis des jeunes? Comment on fait pour draguer, entre guillemets, en tout bien tout honneur, une jeune clientèle, peut-être du vin rouge qui peut être plus frais. Enfin, il y a des méthodes, ou alors en soda avec du... Il y a des choses qui sont à réinventer. Oui, c'est sûr, mais l'image des enfants, c'est un peu comme le cognac. Alors que les enfants, le cognac, c'est quoi? C'est la belle-mère, c'est le feu de cheminée, le labrador. Bon, tout ça, c'est super, mais c'est super ringard. Comment on va séduire quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans pour goûter un verre? Le cognac, 97% à l'export. 97% à l'export. Mais qu'on arrête, qu'on boive du whisky, moins de whisky, plus de cognac. Ou du whisky français. Sauf que le cognac, c'était un énorme point fort, comme le champagne. Alors lui, il se prend donc les droits de douane américains. Et en plus, en Chine aussi, il y a des politiques anti-cognac français. Depuis qu'il n'y a plus de corruption en Chine, c'est catastrophique. Je plaisante. Mais c'est vrai que... parce que le cognac, c'était un cadeau qu'on offrait aux responsables du Parti communiste. Statutaires, voilà, tu es bien corrompu, tu as une belle bouteille d'une grande marque de cognac. J'exagère, mais franchement, ça se fait également en cadeau. Et les cadeaux à plusieurs milliers d'euros, ça porte un certain nom. On va en parler avec Michel Sapin, par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont coincés entre le marché américain, c'est quand même 70 millions de caisses sur 160 produites aux États-Unis. Et là, les 15%, ça fait mal. Parce qu'on a aussi d'autres marques de brandy. Les champagnes, vous le rappelez dans le reportage, 10% des champagnes sont vendus aux États-Unis. C'est beaucoup, 10%. Et des bulles dans le monde, nous on a en gros un peu autour de 300 millions de bulles. Le champagne qui lui aussi est ringardisé par le Prosecco italien. Ah mais c'est dramatique. Ouais. Ah, moi, toujours, j'ai vu des gens qui ont marié leurs enfants au Prosecco, au Magnum de Prosecco, alors qu'il y a 20 ans ils n'auraient jamais fait ça, quoi. Enfin, oui, il y a un côté, mais ça c'est pareil, on doit être optimiste. Ce qu'a fait le Prosecco, nous on peut le refaire aussi, différemment. Qu'on soit imaginatif, qu'on communique, qu'on arrive à faire un peu de marketing. Alors, même si, on va le rappeler, tous ces produits quand même sont assez toxiques, et donc avec modération. Bien sûr. Mais alors, bien sûr, avec modération, c'est la base. Mais si on boit un verre de vin par mois, par exemple, tout ira bien. En tout cas, on le souhaite, quoi. Vous parliez tout à l'heure du réchauffement climatique et des récoltes compliquées. On s'aperçoit, c'est la une du Parisien. Les récoltes ont déjà commencé en Alsace. Ouais.
Et c'est incroyable, avant on récoltait, c'était en septembre les vendanges. Colmar, Strasbourg, Seychelles et Bahamas dans quelques années, quoi. Donc là, ça y est, on a le vin qui pousse de partout. Oui, c'est vrai que maintenant, mi-août, c'est normal. En gros, on peut considérer que depuis 30 ans, on a avancé de 2 semaines. De 2 semaines les dates de vendange, en moyenne. Ce qui est beaucoup, hein. Donc après, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Parce qu'après, ça modifie la teneur du vin, d'ailleurs? Non, alors après, oui. On dit qu'il est plus alcoolisé. Oui, parce qu'évidemment, il y a plus de soleil, donc évidemment plus d'alcool. Le goût modifie. Il y a des procédés pour avoir quand même des... Mais c'est vrai que quand on arrive sur une bouteille de vin avec des 13, 14, 15, 16, 17 degrés... 17 degrés? Oui, ça peut arriver. Alors après, on a un petit pourcentage, enfin, on s'arrange entre amis. J'exagère aussi. Mais par contre, c'est quand même beaucoup, donc notre goût a changé. Et puis là, en ce moment, les vendanges. Mais trouver des vendangeurs. Là, mon ami Bourguignon me disait qu'il avait 50 postes à pourvoir. Il a pris 50 personnes du pays de l'Est. Il y a 70 000 personnes qui cherchent du boulot à Mâcon. On marche sur la tête quand même aussi, hein. C'est un autre sujet. Et bon, voilà. Donc, je pense qu'il faut redorer le blason du vin français, mais vraiment, vraiment, Axel. Voilà, cette filière viticole qui se voit donc imposer des droits de douane de 15% par Donald Trump aux États-Unis, même si les autorités françaises veulent croire que la bataille n'est pas perdue et qu'on pourrait revenir dessus. Merci beaucoup Alain Marty, fondateur du Cercle Wine Business. Vous restez avec nous. Tout de suite, c'est dans l'air. On va continuer de parler de Donald Trump et de la guerre en Ukraine, puisque la Russie, finalement, est en train de torpiller l'idée d'une rencontre Poutine-Zelensky. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Trump dans le piège de Poutine ».